Au miroir magique au mur! Lance le film Scott Pilgrim. Mais qu'est-ce que... Oups, pardon, trompé de région sur mon VPN. Mais de quoi il parle, lui? Eh bien, il parle de NordVPN. NordVPN est votre meilleure protection dans ce vaste univers qu'est Internet. C'est un logiciel qui chiffre toute votre activité et change votre adresse IP pour vous géolocaliser un peu partout sur la planète. Ce qui vous protège contre les hackers et autres piratages informatiques. Qu'est-ce qui se passe dans le multivers? Coucou! NordVPN est utilisable sur 6 appareils différents par contre et est très simple d'accès avec son interface lisible. Il suffit d'un clic pour l'activer et choisir l'IP du pays de votre choix parmi plus de 5000 serveurs partout dans le monde. Ok, je vais vérifier ce trou qui te fait si peur. Salut, tu tombes bien, tu sais où je peux voir ta série, toi? Oh, bah c'est très simple. NordVPN vous permet aussi de voir des films et séries sur les bibliothèques de Netflix et Disney+, des autres pays. Par exemple, vous pouvez voir l'excellent Spider-Man Across the Spider-Verse sur le Netflix américain en vous connectant sur le serveur américain de NordVPN. Ou vous pouvez voir tout Doctor Who en allant sur le VPN britannique et en vous inscrivant sur le ePlayer de BBC. Attends, toute la série? Ouais, même la vieille série, tous les spin-offs et le film de 96. Génial! Merci, et bon anniversaire, hein! Allez sur le lien dans la description, nordvpn.com/fermez-la pour obtenir NordVPN avec un abonnement de 2 ans comprenant une réduction exclusive généreuse et 4 mois offerts. Remboursement garanti dans les 30 premiers jours. Merci à NordVPN pour le sponsor et bonne vidéo à tous. La cour des fandoms annonce l'affaire The Flash contre le monde ouverte. The Flash, film sorti le 16 juin 2023, réalisé par celui qui a fait le diptyque adapté du livre de Stephen King, Ça. Produit et distribué par la Warner sous la direction du destructeur de monde David Zaslav. Mettant en scène un criminel récidiviste, des actrices qui méritaient mieux, et des vieux monsieur qui en ont marre des trucs de super-héros. Écrit par la scénariste du meilleur film live Transformers et d'un des rares films du DCU à ne pas être un bordel narratif, est accusé d'entrave à la justice en protégeant un criminel en fuite ainsi que détournement d'argent, de crimes contre les fandoms et de profanation de sépultures. Monsieur le représentant de l'accusé, qu'est-ce que votre client plaide? Non coupable, monsieur le juge. Attendez une seconde, c'est vous l'avocat de la défense? Ouais, pourquoi? Bah, je sais pas, je m'attendais à ce qu'un film Warner et DC Comics soit défendu par, vous savez, Ah, ça, oui, alors, en fait, c'était prévu à un moment, mais il a été un petit peu occupé. David, c'est la 3e fois cette année. J'ai un passif de serial killer de film et même moi je trouve que c'est n'importe quoi ce que tu fous. Tu peux arrêter de détruire mon entreprise ne serait-ce qu'une seconde? Ah non, on va pas annuler Dune 2 pour faire Wild Wild West 2, hein. Arrête de détruire mon studio. ok, ça me va, c'est toujours mieux qu'un autre scroll, hein. C'est du racisme Ta anti-scroll. gueule! Ok, donc, monsieur le procureur, vous avez quelque chose à dire? Objection! Waouh! Quoi? Bientôt 10 ans que tu utilises une reprise de Phoenix Wright dans ton générique, et c'est à peine maintenant que tu fais une vraie parodie de Phoenix Wright? J'avais pas d'autres occasions avant. Pas d'autres occasions, c'est la 3e fois que tu fais une parodie d'un truc policier en parlant d'un film DC Comics. Et tu te rends compte que maintenant tu pouvais parodier Phoenix Wright? Ouais, mais l'autre fois, j'étais dans un mood plus Hercule Poirot. Bref, je disais objection! À quoi? Ben... À ce qu'il vient de dire, là, Non coupable? Oui, voilà, à ça. Ça marche pas comme ça, MJ. Il a fait que déclarer ce qu'il plaide, hein. Il a pas encore argumenté son cas. Oh! Et puis depuis quand t'es procureur, toi? Je croyais que t'étais détective privé, avocat. C'est quoi la fonction de ton bureau des polémiques débiles, là, déjà? Ce qui m'arrange selon la vidéo, hein. Bref, comment vous plaidez votre cas? Alors oui, mon client et moi-même considérons que le film The Flash est le meilleur film de super-héros de tous les temps, que son échec commercial est juste dû à la méchante cancel culture, qui nous empêche de travailler avec un acteur de talent qui a juste failli détruire la moitié d'Hawaï, ça va, et à d'autres rageux qui jugent un film uniquement sur des extraits venant d'un téléphone portable. Aucun de vous deux n'a un diplôme en droit, c'est ça? J'ai un diplôme en art du spectacle. Et un diplôme en économie fait par ma maman. Allez tous crever. Non, et puis je vois pas pourquoi moi ou mon client serait obligé de justifier ce film, c'est pas nous qui l'avons fait après tout. Tu lui expliques? Sans souci. Un film sans réalisateur.
The Flash, probablement le film le plus polémique de l'année. Croyez-le ou non, j'ai vu des gens qui aiment ce film, même parmi des critiques respectées de YouTube cinéphile. Même le Nostalgia Critique est en mode « Oh, c'est pas si mal !» Alors tant mieux pour eux s'ils apprécient ce film, mais en mon sens, ce film mérite toutes ces critiques. Le seul point où je défendrais peut-être le film, c'est par rapport à son réalisateur Andy Muschietti. Je pense pas que ce soit très juste de mettre toute la faute de ce film de merde sur son dos. Ce film était clairement une commande, on lui a imposé ce projet car il était encore sous contrat chez Warner et que le patron de DC Studios du moment l'aimait bien, parce que l'industrie des blockbusters a atteint un niveau où les réalisateurs, aussi talentueux soient-ils, sont réduits qu'à des engrenages facilement remplaçables. Car les cadres exécutifs d'Hollywood ont fait en sorte que l'argument de vente ne soit plus le réalisateur ou l'acteur ou d'autres artistes, mais la licence qu'ils adaptent. Genre ouais, je crois trop que la réalisatrice de Nomadland avait hâte de s'attaquer à un film Marvel après son film sur la précarité des sans-domicile fixe. Je bossais avec des acteurs investis sur un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et là, je travaille sur fond bleu avec des mannequins en costume qui se battent pour quoi déjà? L'orbe d'infinité. L'orbe d'infinité. Non mais en même temps, comment le réalisateur est censé savoir quel film il veut qu'on fasse, hein? Bah prenez des réals qui savent faire alors. Ou sinon, va pas emmerder le réalisateur de Mama et fais-le toi-même ton film de merde s'il y a que toi qui décide. Objection! Le juge prend parti! Objection rejetée, c'est moi le juge, crétin. Ah bah oui, merde. Parce que vraiment, aucun artiste n'a pu bosser sur ce film qui n'est juste qu'une formalité pour aider à une transition vers un nouvel univers cinématographique. Nouvel univers cinématographique qui est déjà annulé pour être remplacé par un nouvel univers cinématographique. Ouais, mais l'ancien patron, il était con, tu vois. Nous, notre plan, il est bien meilleur, hein, et on pourra pas faire mieux après. Bah alors pourquoi tu défends ce film ? Ce film est proche du cas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi, où ce dernier a pu mettre sa personnalité dans la mise en scène, ses idées visuelles et la présence de ses collaborateurs habituels, comme Danny Elfman et bien sûr Bruce Campbell, mais le scénario va pas me faire croire qu'il avait quelque chose à foutre de la suite de Doctor Strange, qui n'est pas vraiment une suite de Doctor Strange, mais une suite d'une série télé qu'on ne peut voir que sur Disney+, et qui tease de futurs projets en faisant faire des caméos à des personnages d'autres licences. Non, ça c'est Kevin Feige qui décide de ce que ce film doit être, quitte à laisser tomber l'idée de faire un film de Sam Raimi, ou même de faire une suite à Doctor Strange. Vous le connaissez? Oui, Mordo. C'est le premier qui m'a amené un camartage. Génial. Et il a pété un câble et consacré sa vie à essayer de me tuer. Et une autre fin post-générique d'un film Marvel qui n'amène à rien. C'est con là en plus, parce que c'est même pas parce que le film n'avait pas marché, il n'a pas eu de suite ou quoi. The Flash est pire. Aucune décision artistique de ce film ne semble être née d'une vision autre que celle du producteur exécutif véreux qui met du fanservice nostalgique artificiel, presque écrite par une IA. L'histoire se soucie plus d'être fidèle au comic book que l'ancien patron a écrit, à savoir Flashpoint, quitte à bâcler le climax qui se résume qu'à 3 Flash qui discutent. Le tout en copiant son voisin Marvel qui a déjà fait de bien meilleurs trucs sur le multivers. Même les séries du Arrowverse se donnent une leçon d'écriture sur le multivers à ce film de merde. Ce qui fait que je ne vois pas ce qu'Andy Muschietti a vraiment fait pour que ce film soit nul, car il semble ne pas avoir eu la liberté de faire quoi que ce soit qui lui soit propre. Il y a des aspects propres à la cinématographie de Muschietti, mais c'est rare, comme ce plan de transition temporelle dont Muschietti est clairement tombé amoureux dans sa chapitre 2, dont il répète cette idée tout au long du film, un souci de ton dont on parlera plus tard, et la scène du baby shower qui participe à une drôle de récurrence sur sa filmographie, des enfants de bas âge qui se font tuer. Le nourrisson n'a pas survécu. Ce qui est bizarre comme récurrence, non? Je veux dire, Tarantino il a les plans sur les pieds, Spielberg il a les plans à contre-jour, J.J. Abrams il a les lens flare, et Andy Muschietti il a... Des enfants morts, yeah, yeah. Je veux dire quoi, si Flash avait eu droit à une suite, il aurait combattu un bébé ou un truc dans le genre? Je crois pas qu'un de mes plus grands ennemis soit un bébé. Ah, ça peut tuer un bébé. C'est arrivé. Oh ça va, genre t'as jamais tué de bébé toi. Quoi? Peut-être pas le film qu'on devrait condamner, hein. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'autres responsables pour la nullité de ce film que les producteurs exécutifs et les cadres d'Hollywood. Et non, je ne parle pas de ma nouvelle némésis, David Sbatard, le mec qui se plaint que Warner coule pendant que lui augmente son salaire pour être le mec le plus riche d'Hollywood, pour ensuite dire aux acteurs et scénaristes en grève qu'ils sont déraisonnables de demander d'être assez payés pour pouvoir manger cette semaine. You can't keep getting away with it. Parce qu'il est arrivé en poste de président de Warner à un moment où le film était déjà tourné. Et peut-être qu'il a fait des trucs qui ont provoqué les effets spéciaux moches ou quoi, mais de ce que je trouve, le pire qu'il a accompli, c'était la pire campagne de pub du monde. Le patron de la boîte qui a fait Superman, Batman le Défi, The Dark Knight, The Batman, V pour Vendetta et Lego Batman qui te dit que Flash est le meilleur film de super-héros de tous les temps, ça fait mal.
Surtout quand il force Tom Cruise et James Gunn à le dire. Par contre, c'est hilarant que des tas d'articles sortent et confirment que Flash aurait rapporté encore plus d'argent s'il n'était pas sorti. Parce que c'était un petit peu le prétexte pour avoir annulé le film Bad Girl en fait. David ce bâtard qui passe pour un con, c'est mon petit porno à moi, tu vois. Ça t'apprendra de vouloir détruire un film juste parce qu'il y a une femme portoricaine en rôle principal et défendre un film juste pour embêter la cancel culture là. Go Flash no cash. Non, la nullité du film est surtout un accident dû au fait qu'il a été produit sous 3 régimes de Warner et DC Comics différents. Un projet de film Flash a été mis en place en 2014, sous le règne de Kevin Tsujihara, premier patron de Warner asiatique, et Geoff Jones, qui furent dégagés car l'un a essuyé un échec commercial douloureux avec Justice League, et l'autre s'est fait choper à imiter Weinstein. Donc en 2019, ils ont été remplacés par Anne Sarnoff, première patronne de Warner femme. Pas du tout un choix pour planquer un scandale que la Warner a laissé faire, pas vrai? Et Walter Hamada, qui avant ça était producteur des films d'horreur Conjuring, Dans le Noir, et ça. C'est donc comme ça que des réals de films d'épouvante comme James Wan, David F. Sandberg et bien sûr Muschietti se sont retrouvés à faire des films d'ici. Puis Sarnoff et Hamada ont été dégagés par le rachat de Warner par Discovery l'année dernière, et ce bâtard s'est choisi lui-même en patron, devenant le premier patron de Warner à rien savoir des films Warner. Et ils ont pris le seul mec de Marvel qu'ils avaient encore sous la main pour en faire le patron de DC Movies. Espérons que cette décision-là soit bonne. Donc forcément, le projet de film Flash a beaucoup changé au vu de tous ces changements de régime chez la Warner et chez DC. On est passé de Phil Lord et Chris Miller qui ont laissé tomber pour se focaliser sur Solo, chose qu'ils n'ont pas du tout regretté, puis sur Seth Graham Smith, dont ça aurait été le premier long métrage, puis Rick Famuyiwa, le réal de Dope et de quelques épisodes de Mandalorian, qui devait faire une histoire avec Cyborg en partenaire de Flash. Mais il s'est tiré avant que le tournage ne commence parce qu'il était trop edgy pour les producteurs. Alors de ce que j'ai vu, la carrière en franchise et gros budget du monsieur se résume à faire des films parlant de la diversité raciale, des communautés des couleurs et d'acceptance. Ouais, ça sent un peu que par trop edgy, il voulait dire trop politique en réalité. Puis après, c'est le festival, car Warner voulait vite trouver d'autres remplaçants, tapant à la porte de Robert Zemeckis, Matthew Vaughn, Sam Raimi, Mark Webb, Jordan Peele ou même Ben Affleck, mais aucun n'était libre. Et puis l'échec de Justice League a fait fuir la moitié des acteurs jouant les super-héros de cette équipe, donc le film Flash est devenu un film Flashpoint. C'est quand même con de se dire que le premier film solo du personnage, ça doit être un reboot pour tout un univers cinématographique et toute l'équipe de super-héros là. On fait venir le scénariste de Fast and Furious 10 et les 2 réalisateurs de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, mais il devait attendre que l'acteur Reese finisse de faire la gueule durant les crimes de Grindelwald avant que ce même acteur Reese ne foute la merde car il n'a pas aimé le ton plus joyeux et rigolo des 2 réalisateurs. Ha! Ironie! Et imposa l'auteur de comics non-binaire, le très estimé Grant Morrison, pour faire un truc à la Retour vers le futur, qui est un film rigolo et joyeux. J'ai pas compris. Mais Warner Bros voulait un truc de multivers, au vu du bordel les réals se cassent, et c'est qu'après ça qu'arrive Muschietti. Donc forcément quand il débarque, le mec il sait pas trop quoi faire du bordel quoi. Et encore, c'est sans parler des projets qui ont été mis en place avant l'arrivée de l'univers cinématographique en question. Parce que même avant ça, Hollywood essayait de faire un film Flash depuis les années 80. Mais ils étaient bloqués par la politique de Warner à l'époque qui disait « Si ce n'est pas Batman ou Superman, on s'en fout !» Oui alors, pas vraiment une règle, mais on pouvait le sentir comme ça, tu vois. En 2004, ils essayaient un truc avec David S. Goyer, qui était déjà très occupé à tuer Blade et ressusciter Batman. Ils proposaient même Ryan Reynolds en Wally West. Pas le pire des choix, franchement. Mais Goyer et Warner n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Donc ils ont laissé tomber en 2007, puis Sean Levy se propose. Mais il laissa tomber en octobre de la même année pour se focaliser sur son chef-d'œuvre, La Nuit au Musée 3. Puis le réal de Serial Nosser fut engagé le mois suivant, et comme un film Justice League par George Miller devait sortir, il était modelé pour être un spin-off de ce dernier. Mais ce fut annulé avec l'annulation du film de Miller la même année. Parce que les mecs ont voulu aller au plus vite avant la grève des scénaristes, et ont pas voulu tourner en Australie car ça allait forcer à payer une taxe s'ils n'avaient pas assez d'acteurs australiens dans leur film. Et comme ça les emmerdait déjà de payer les scénaristes, ils voulaient sûrement pas payer des Australiens. Et ainsi, ils ont laissé tomber le film de George Miller, ainsi que le film Flash rattaché. 2007, c'était vraiment une sacrée année pour les films d'ici, hein. Ils réessayent de faire un film en 2010 avec Geoff Jones au scénario et les scénaristes du Green Lantern de Martin Campbell. Ça n'est pas allé loin parce que... Green Lantern. Puis est arrivé l'univers cinématographique d'ici. Et là, la politique, si ce n'est pas Batman ou Superman, on s'en fout, est devenue, si ce n'est pas Batman ou Superman, on approuve. Donc ouais, ce film Flash, c'était pas une grossesse difficile, c'était la pire constipation du monde. Au bout d'un moment, tu t'en fous de la tronche que ça aura, tu veux juste que ça sorte de ton corps et de toute façon, tu vas tirer la chasse. Bon oui, on s'est un petit peu pressé, mais ça va. C'est pas un crime de sortir un film qui a mis du temps à se faire. C'est juste. Ah, voilà. Se servir de ce film pour défendre un criminel récidiviste, ça par contre, c'est un peu plus discutable. Ezra Miller. Rien à voir avec George. Donc, on en parle de l'éléphant dans les toilettes ? Ezra Miller.
Cette actrice est non-binaire, je vais faire de mon mieux pour respecter ses pronoms, mais désolé si je me loupe, je ne maîtrise pas parfaitement les pronoms non-binaires français IEL, elle, lui. Waouh, trop gentil, ça le traite de criminel, mais ça respecte au moins ses pronoms, hein. Et mon film, il a pas droit de gentillesse, lui. Je crois que tu l'avais pas fait, le film. Le film de mon client, je veux dire, hein, ça va. Ezra Miller est quelqu'un dont j'avais aucune opinion forte, vous voyez. IEL était là, IEL faisait le café dans le premier Animaux Fantastiques, IEL était très bon dans We Need to Talk About Kevin et Le Monde de Charlie, et bien que sa version de Barry Allen soit étrange, faisant de lui un comic relief socialement inepte, c'était une version qui pouvait être bien menée, donc pourquoi pas. Mais dans ce film, on voit qu'IEL n'a clairement pas l'étoffe pour tenir un film tout seul. IEL n'arrive pas à se décider sur comment jouer le personnage. Un coup, Barry est ultra nerveux et a des tics, un coup, c'est un mec qui se contrôle complètement. Surtout que IEL est bon pour jouer les psychopathes névrosés ou les comic relief, mais pas pour jouer des héros d'action inspirants comme Flash. Un peu le même problème que j'ai avec l'acteur Dan Dehan, clairement fait pour un style spécifique de rôle, mais pas pour être un héros d'action ou un super-héros. Quand je pense qu'on critique son bouffon vert alors qu'il était tellement parfait qu'il avait pas besoin de maquillage. Pourtant, The Flash repose beaucoup sur la personnalité d'Ezra Miller, son style goofy mignon et un peu dark par moments, l'idée de Barry qui est un choix intéressant pour un film avec cette actrice non-binaire, sa tendance à parler vite de tout et n'importe quoi, sa tendance incontrôlable de frapper des gens, sa tendance à commettre des crimes sexuels et à essayer de se taper tout ce qui a une paire de seins. Genre dans ce film, Flash sur Iris, mais aussi sur Diana et Kara. Ouais, parlons-en. Ezra Miller est un criminel récidiviste qui a, chronologiquement, étranglé et poussé au sol une jeune femme en 2020 en pleine pandémie et en plein tournage pour Les Secrets de Dumbledore, chose qui a été filmée. Tentative de détruire l'île d'Hawaï à elle lui tout seul, avec 10 interpellations policières pour avoir filmé des inconnus, traîné de façon suspecte sur le trottoir d'un restaurant, s'être disputé avec des locaux, se prendre une ordonnance restrictive par un couple qu'il avait hébergé avant que Miller les aurait menacés et volé leur passeport et portefeuille, et altercation physique avec la clientèle d'un bar à karaoké en hurlant des obscénités. Un autre crime qu'IEL a commis et pour laquelle IEL a pas été inculpé par contre, c'est filmer la scène où IEL pète la gueule à ses chanteurs de karaoké pour en faire un NFT. Et après une tentative de fuite en quittant la ville d'Hilo, IEL se fait attraper à Paoa après avoir jeté une chaise sur une femme de 26 ans, la blessant au front. Vous ne devez pas sauver Ezra Miller d'Hawaï, vous devez sauver Hawaï d'Ezra Miller. Bon, ok, c'est beaucoup, mais... Ah mais j'ai pas fini en fait, hein. Quoi? Ouais, parce que là, j'ai à peine fini la saga d'Hawaï, hein. Y a le reste, hein. Autre ordonnance restrictive en juin 2022 de Tokata Iron Eyes pour violence, intimidation, menace de violence, peur, paranoïa, mensonge et usage de la drogue pour avoir sous son emprise la jeune fille qui avait 18 ans quand elle a obtenu son ordonnance. Et ce après une relation qui a commencé quand elle en avait 12. Donc il semble qu'on ait affaire aussi à du grooming. Pédophile! Se prenait pour Jésus putain de Christ mais pour les natifs américains alors qu'elle n'a aucune ascendance avec eux. Et elle prétendait même que les gens critiquaient sa relation avec Iron Eyes, la jeune native américaine mineure, parce que c'est une déesse araignée amérindienne de l'apocalypse. Mais vous êtes psychopathe? Ça, c'est un peu hâtif comme conclusion. Encore une ordonnance restrictive aussi en juin 2022, d'une mère et de sa fille de 12 ans, décidément IEL adore les filles de 12 ans spécifiquement, Pédophile! et ce après que Miller les aurait menacés et fait subir des attouchements à la mineure. Miller allait les voir régulièrement sans invitation avec un gilet pare-balles et une arme à feu, et comme avec Iron Eyes, IEL considérait que la gamine était un être mystique puissant. Ce doit être un psychopathe! En avril 2022, une femme et ses 3 enfants vont dans sa ferme à Stanford dans le Vermont, soi-disant pour la protéger de son ex violent, mais comme les gosses avaient dans cette ferme des armes et munitions à portée de main, au point que le bébé d'1 an avait une balle de pistolet dans sa bouche, je ne pense pas que le souci était la sécurité. Aussi, énorme consommation de marijuana devant les gosses, dont un moment où Miller a soufflé de la fumée de marijuana au visage du bébé. Alors, à titre personnel, je suis pour la légalisation de la marijuana, que je considère pas plus dangereuse que le tabac ou l'alcool, même selon les spécialistes, ça l'est beaucoup moins, et on a vu que la prohibition, ça n'a jamais marché. Elle n'est sévèrement interdite que pour donner une excuse à la police de taper sur les minorités. Chose qui a été confirmée par les anciens du gouvernement Nixon. Par contre, pour les gosses, ça peut avoir des répercussions. If you're under 25, smoking weed can lead to memory problems and poor cognitive functioning. But if you're an adult and your brain is finished developing, it's really your choice. Donc ouais, souffler de la fumée de marijuana au visage d'un bébé, pas une super idée, hein. IEL a aussi menti à la police quand ils étaient venus chercher la famille en prétendant qu'ils ne vivaient plus ici. Et pour finir, le 1er mai 2022, IEL commet un cambriolage. Ok, je veux pas sauter sur le cliché de t'es une célébrité donc t'es forcément riche, mais au bout d'un moment, mec, t'as joué dans Harry Potter et dans Justice League. Va pas me faire croire que t'as pas assez d'argent pour acheter... des bouteilles d'alcool. Sérieux? Mais j'adorais Flash et tu me fais détester Flash! L'actrice s'est excusée et a prétexté souffrir de problèmes de santé mentale complexes et avoir commencé à suivre un traitement. Alors, si c'est vrai, grand bien elle lui fasse, et j'espère qu'IEL trouvera un moyen de se soigner et compléter son arc de rédemption IRL qui part un peu mal. Mais on pourrait attendre ne serait-ce qu'un
tout petit peu avant de le remettre en gros sur une affiche d'un gros blockbuster et de faire en sorte que tout le monde l'admire? Bon, excuse-nous, on l'a déjà fait trop attendre pour ce film, et en plus le patron nous a forcé à tuer Batgirl. On voulait sortir un autre film de super-héros qui soit pas Shazam 2 ou Blue Beetle. Et déjà que ce film est pas canon, on n'allait pas mettre en attente le Superman de James Gunn pour ce truc. Tu voulais qu'on fasse quoi? Changer l'acteur. T'es sérieux? C'est l'acteur qui jouait Flash dans Justice League. C'est le Flash de cet univers. On pouvait pas le remplacer sans raison quand même. Pourquoi pas? Vous avez bien remplacé l'acteur qui jouait son père, à la base joué par Billy Crudup, parce que Zack Snyder, qui est maintenant joué par Ron Livingston. Parce que je ne sais pas. Et tout ce film devait servir à recaster tout le DCEU à la base. Donc oui, pourquoi ne pas recaster l'acteur principal? Surtout après l'avoir fait sans souci avec Grindelwald. Non mais le film était déjà tourné quand on a découvert tous ces trucs sur Ezra Miller. Ou alors non, la vidéo où elle étrangle une nana dans la rue, c'était déjà connu. Elle date de 2020, donc un an avant le début du tournage. Non mais là, ça passait encore quoi. Étrangler une nana et la pousser au sol, ça passe encore? Bah oui, ça pouvait être le coup d'une seule fois. Mais tout le truc à Hawaï avec les gamines et tout ça, bah ça s'est passé après qu'on ait bouclé le tournage, tu vois. Du coup, forcément, on est un petit peu coincé avec lui, quoi. Ah ouais. Et ouais, t'aurais fait quoi à notre place? T'aurais refait toutes les scènes qui mettaient en scène Ezra Miller pour mettre à la place à notre acteur? Ouais. Vraiment? Tu crois que c'est si facile que ça? Alors facile? Non. Faisable? Tout à fait. Comment? Tu vois le running gag de ce film sur Retour vers le futur? Retour vers le futur. Yes! Eric Stoltz a un énorme swag dans ce film. Il habite complètement le perso. Tu veux dire Michael J. Fox? Retour vers le futur. Cette blague qu'ils ont piquée à Fringe, et que j'ai détournée dans ma vidéo sur Spider-Man No Way Home pour dire à quel point cette blague est surfaite maintenant, est une référence au fait qu'à la base, Retour vers le futur, mon film préféré, a été tourné avec Eric Stoltz dans le rôle de Marty McFly. On peut même retrouver des traces de ces scènes dans différents making-of et interviews. Spielberg et Zemeckis avaient fait tout le tournage avec lui, et en faisant des screen tests, ils ont dû se rendre à l'évidence, Eric Stoltz est un super acteur, mais un très mauvais choix pour Marty McFly. Stoltz rendait le film trop sérieux et dramatique, insistant sur la gravité de l'inceste qui est l'enjeu du film, et la fin où Marty se retrouve dans une famille qui n'est pas la sienne selon lui. C'était pas la bonne approche, il fallait quelqu'un de plus énergique, positif, et surtout comique pour que l'histoire marche. Donc ils ont repris Michael J. Fox et ont refait tout le film avec lui. Et là, c'est juste parce que Eric Stoltz ne collait pas au style du film. Au-delà de ça, il a agressé personne dans ce que l'on sait. C'est juste qu'il avait un style d'acteur qui ne convenait pas aux producteurs et aux réalisateurs. C'est juste qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard. Mais aussi, c'est qu'un exemple d'acteur remplacé à la dernière minute au cours du tournage d'un film. Samantha Morton fut remplacée par Scarlett Johansson durant le tournage de Her, et Colin Firth fut remplacé par Ben Whishaw dans le rôle de Paddington, parce que leur voix ne correspondait pas au personnage qu'ils devaient incarner. Jean-Claude Van Damme, qui jouait le Predator, fut remplacé par un bien meilleur costume, parce que Jean-Claude Van Damme se trouvait pas des masses bien utilisé vu que son talent c'était le karaté, pas porter un costume d'alien qui ressemble à Casimir. Nicole Kidman, qui fut remplacée par Jodie Foster durant le tournage de Panic Room, car durant le tournage, elle a aggravé une blessure qu'elle trimballait depuis Moulin Rouge, ce qui lui a fracturé son genou. Ou même un autre de mes films préférés, V pour Vendetta, l'acteur James Purefoy jouant le rôle de V, mais qui se casse après 6 semaines de tournage car il n'arrivait pas à s'accorder avec le réal et les sœurs Wachowski sur comment interpréter le personnage. Donc il fut remplacé par le charismatique et pas assez présent à l'écran, Hugo Weaving. Même dans les cas de refaire tout le film parce qu'un acteur est dans un sale bail, on a tout l'argent du monde de Ridley Scott, film sur le kidnapping du petit-fils du très âgé mania du pétrole J. Paul Getty, qui devait être joué par un Kevin Spacey avec une prothèse dégueulasse et une démarche ridicule. Sauf que bien avant que le film sorte, MeToo est passé, les victimes de Kevin Spacey ont dénoncé ce dernier, et donc ils ont refait toutes les scènes de Kevin Spacey, avec à la place l'excellent Christopher Plummer, qui déjà n'a pas de bail du même genre au cul, mais surtout n'avait pas besoin de prothèse dégueulasse ou d'une démarche de merde, parce qu'il est déjà vieux de base. Donc ce film-là est même devenu meilleur grâce à ce recasting de dernière minute. Non et puis merde, Christopher Plummer il allait pas tarder à nous lâcher, donc fallait rattraper le retard d'opportunité de le mettre dans un maximum de films, ce pauvre acteur sous-estimé quoi. Et t'as d'autres exemples de ça, genre James Remar qui fut remplacé par Michael Bain dans le rôle de X durant le tournage d'Année de Retour, car Remar avait des gros problèmes de drogue. Chris D'Elia devait jouer le pilote d'hélicoptère dans le Army of the Dead de Zack Snyder, mais à cause des accusations pour abus sexuels, son personnage a changé de genre et fut remplacé par la charismatique Tig Notaro. Bref, ça n'est pas nouveau, encore moins pour un rôle principal. Donc pourquoi ce serait impossible dans le cas de The Flash, surtout dans un film bourré de deepfakes dégueulasses là? Prenez un acteur qui serait convaincant en cette version de Flash, genre je sais pas moi, Joseph Quinn qui ressemble un petit peu et a la même voix qu'Ezra Miller, ou Elliot Pudge qui est aussi assez ressemblant, en plus d'être bien plus beau gosse et talentueux qu'elle. Alex Wolff, un Butterfly, ou un des gamins de ça qui n'était pas déjà dans Shazam, je sais pas, ils ont 20 ans maintenant, même Georgie est bientôt majeur. Il y en a bien un assez vieux pour jouer le Flash jeune introverti que Snyder a mis en place, non? À un moment on avait des rumeurs comme quoi Nicholas Hoult allait jouer Superman. Bon ça aurait fait bizarre, mais en Flash, il aurait pu le faire en vrai hein. Bon finalement il jouera Lex Luthor. Il
il peut faire un bon boulot. En général, je ne comprends pas du tout pourquoi David Sbattar et ses employés font tous des efforts pour protéger Ezra Miller. Est-ce qu'un de ses parents est dans les grandes instances d'Hollywood? Est-ce qu'IL accouche avec David Sbattar? Avant les scandales sur ses nombreux crimes, IL n'était pas particulièrement giga populaire. Et je suis désolé, IL sait jouer, mais c'est loin d'être le plus grand acteuriste du monde, quoi. Je sais que Miller est dans un groupe de rock et qu'IL a des groupies, et même une secte, ce qui est aussi un autre problème qu'on devrait évoquer, mais même avec tout ça, ça n'est pas vraiment un de ces noms qui vend des millions de tickets au cinéma. IL n'a fait que du Harry Potter et du DC Comics depuis 2016, et la quasi-totalité de ces films-là sont des déceptions commerciales. Pourquoi tout Warner a risqué sa réputation pour ce con? Non, vraiment, j'ai cette impression que ce bâtard, il a défendu ce film et Ezra Miller uniquement pour faire chier les cancellers et MeToo. Tout ça pour protéger l'impunité des personnes qui travaillent à Hollywood. Eh ben, c'est raté. Bon, ok, mais reconnais au moins une chose. En regardant ce film, au moins, tu as oublié tous les crimes d'Ezra Miller. Non! Sortir ce film en pensant que ça va faire oublier les crimes de l'acteur, c'est une excellente raison pour pas le voir. Et ça fait que confirmer que vous sortez ce film uniquement pour le défendre. Mais de toute façon, ce film ne risquait pas de nous faire oublier les crimes d'Ezra Miller, parce que beaucoup de scènes nous rappellent des crimes d'Ezra Miller. Dans l'ordre, grooming. Flash! Salut! Je suis amoureuse de toi! C'est gentil. Maltraitance de bébés et traumatisme de jeunes enfants. Il est courant que ce genre de choc psychologique laisse quelques traces. Je vous conseille de consulter un praticien de la santé mentale. La Justice League n'assure pas encore pour ça. Croyez-moi. Vol d'alcool, agression d'inconnus, kidnapping, consommation de drogue. Je fais un flashback de champi. Violence incontrôlée, infraction, tentative de fuir les autorités, vol, destruction publique, crime sexuel, violation de l'intimité d'inconnus, infraction dans une propriété privée, harcèlement sexuel. Do we love her? What? We do. We love her. Se prend pour putain de Jésus, harcèlement sexuel et violence incontrôlée. Va chier, Barry. Ce film avait mal vieilli avant même de sortir, pour te dire. Bon, admettons, on n'aurait jamais dû prendre Ezra Miller pour ce rôle. Mais tu vas pas juger un film que sur son acteur. Il y a le reste du film, et le reste, il est très bien. Non. Mais c'est quoi cette parodie de Justice, là? C'est une vidéo YouTube parodiant Phoenix Wright. Évidemment que c'est une parodie de Justice. Non mais soyez pas snob aussi, c'est un film à spectacle. Profitez juste de la beauté des images. Bah alors dans ce cas, fais pas un film de voyage dans le temps qui n'existe que pour relier les wagons entre les différents canons des autres films. Non, et puis, quelle beauté des images! Volontairement moche. Ouais, parlons-en des effets spéciaux de ce film. Pour être honnête, j'essaye d'éviter de trop critiquer les effets spéciaux dans un film. Parce qu'on a beaucoup de crétins qui abusent de cette critique pour défoncer une série télé qui a des effets largement au-dessus de la norme, mais aussi qui confondent qualité des FX avec choix esthétique. Genre ceux qui critiquent les effets spéciaux de She-Hulk, alors que c'est déjà incroyable qu'on ait une créature de synthèse consistante dans l'entièreté d'une série télé, quoi. Ou les effets spéciaux des Gardiens de la Galaxie 3, car certains ont du mal à comprendre que non, ce n'est pas un effet spécial moche, ça. C'est de la couleur, à règle de regarder des films de Ridley Scott ou de Zack Snyder. Mais aussi parce que les conditions de travail des équipes d'effets spéciaux sont de plus en plus catastrophiques ces dernières années, en espérant que la réussite de la grève et l'arrivée d'un syndicat des équipes des effets spéciaux va mettre un terme à ce bordel. Donc quand je critique les FX, je préfère me concentrer sur les idées d'esthétique ou autres décisions à base de qu'est-ce qu'on fait en réel et qu'est-ce qu'on fait en synthèse, qui est propre aux décisions du réel plutôt qu'à la finition de modélisation 3D maladroite parce qu'on n'a pas eu le temps de les finir. Surtout qu'on parle d'un film ayant eu énormément de soucis de production. Et disons-le, tous les FX du film ne sont pas moches. Quoi? Ouais, il y a certains effets qui marchent super bien en vrai dans ce film. Oula, faut que tu m'aides là. Tu penses à quel effet là en fait? Oh, eh bien, celui-là. Sur cette chaise et donc juste en dessous de cette étagère de produits. Quoi? Oh, et t'as aussi celui-là. Maman s'est dévouée pour la déco. Tu sais comment elle est. Ouais, c'est clair, c'est tellement elle. C'est tellement elle. Mais je... Oh, et bien sûr, cette scène. Zod il a essayé de terraformer la planète avec sa machine à gravité. Et Superman a réussi à l'en empêcher, mais seulement après que Zod a tué des milliers de personnes. Quels effets? Tu ne fais que montrer que des scènes de discussion. Justement, des scènes de discussion entre qui et qui? Discussion entre Ezra Miller et... Ezra Miller. Ah oui, je veux dire, oui, regardez le beau travail qu'on a fait sur ce film. Ouais, l'effet des deux Barry est impeccable.
Parfois ils se contentent de doublures et de chant contre chant, mais quand ils sont tous les deux à l'écran, ça marche. Ils utilisent aussi une doublure, mais qui est refait en synthèse pour avoir le visage d'Ezra Miller. Et c'est un effet quasi parfait, car on ne le remarque pas du tout. Bon, quasi parfait, car ça arrive qu'on remarque un détail qui trahit l'effet. Aussi, comme les autres effets moches se font bien plus remarquer, forcément on oublie complètement ces détails-là. Ah, ça va, c'est pas si moche que ça quand même. Vous êtes sous serment, hein. Le parjure, ça peut vous coûter cher. Non mais faut arrêter de juger ce film sur des images qui ont été prises avec un téléphone. On juge le film sur les images du Blu-ray 4K, de quoi tu parles? Non et puis, l'œil humain, il ne marche pas comme ça. La raison pour laquelle on voit que l'effet spécial est moche, c'est parce que la qualité d'image est haute, détaillée, claire. Mais sur des images pourries, genre celle qui vient d'un téléphone portable filmant un écran, eh ben l'effet devrait moins se voir. Donc ouais, si l'effet est moche sur un screener pris par un téléphone, c'est qu'il est vraiment moche. Non mais... Oh, excusez-moi un petit instant... Allô? Pardon? Ah? Vous êtes sûr? Oh bah ok, hein. Alors, les images de synthèse dans ce film sont volontairement moches, en fait. Quoi? Ouais, les scènes sont du point de vue de Flash quand il est en super vitesse. Donc tout a volontairement une forme bizarre car l'univers se déforme quand il va vite. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr. Mais il y a 2 secondes, tu disais que c'était pas moche. Non, et puis elle marche pas votre excuse à la con, parce qu'on a des tas de scènes qui ne sont pas du point de vue de Barry et qui sont quand même moches, hein. Ouais, bah excuse-nous, on essaye des trucs. Tu veux qu'on dise quoi, nous, au bout d'un moment? Que vous déléguez trop de travail aux boîtes d'effets spéciaux. Que vous aviez des idées de merde. Que vous n'avez pas utilisé les bons outils parce que vous n'y connaissez rien ou parce que vous pensez que truc cher égale bien. Que vous imposez des agendas pas possibles qui forcent les équipes des effets spéciaux à faire du crunch. Que le costume de Flash n'avait pas besoin d'être en synthèse. Ouais, enfin, vous êtes bien gentil, mais du coup, ça voudrait dire que le film est moche à cause de producteurs hollywoodiens comme moi. Oui. Parce qu'en vrai, fort probable que les effets spéciaux auraient été mieux s'ils étaient plus concentrés sur les éléments nécessitant vraiment un travail en post-prod et pas des trucs qu'on a bâclés au tournage. Déjà, le truc qui m'emmerde avec les blockbusters super-héroïques depuis des années, pourquoi les costumes sont en synthèse? Les armures kryptoniennes, je comprends, ce sont des costumes très complexes et détaillés, mais surtout impossible de faire des scènes d'action chorégraphiées avec. Mais le costume de Flash? Pourquoi tous ces plans où il est en synthèse? Je veux dire, le rendu, il passe du passable au putain qui a activé le mode decay là. Mais j'ai vérifié les making-of. Ils avaient un vrai costume sous la main. Mais il y a quand même des moments où Ezra Miller et sa doublure portent un costume en motion capture, donc ils prévoyaient de faire le costume en synthèse dès le tournage, alors qu'ils avaient le costume fait en vrai à portée de main. Je veux dire quoi, c'est pour les effets de lumière? Déjà que je ne comprends pas l'abus d'éclair dans cette version de Flash, même dans Justice League, mais si c'est pour les parties lumineuses du costume, non seulement le costume réel a ça, mais en plus ce film est sorti 13 ans après Tron Legacy. On a maîtrisé la technologie des costumes avec des LED dessus. Oh putain, c'est moi ou t'as des scènes où ils ont dû refaire le costume sans le moindre capteur? Je veux dire, j'espère que je me gourre et que j'ai juste pas compris vos méthodes parce que sinon, waouh, vous voulez les tuer ou quoi? Genre ouais, fallait absolument cacher la partie du costume sur son cou qui est en tissu. Dieu sait que le film serait horrible si on laissait le costume comme ça, hein. C'est comme si en faisant le costume, ils ont remarqué trop tard qu'il n'était pas pratique pour courir ou tourner la tête et qu'au lieu de changer le costume pour le rendre plus confortable et flexible, ils ont fait que quelques morceaux du costume et qu'ils ont juste jonglé entre les différentes combinaisons de ces morceaux de costume selon les actions du personnage. Et le reste, ils se sont dit, oh, la post-pro s'en charge. Mais c'est débile de faire ça. Je veux dire, j'aime pas le costume de Flash dans Justice League, mais au moins il était conçu pour que Barry puisse bouger sans devoir le refaire en synthèse après. Et même dans la série Flash, ils ont plusieurs modèles du costume qui rend bien à l'écran et ne gênent pas pour courir ou bouger. Donc je comprends pas pourquoi ce gros blockbuster avec un gros budget ne trouve pas le moyen de faire un costume qu'une série télé a pu faire plusieurs fois. Vraiment, c'est encore un de ces films qui refont tout le costume en images de synthèse par-dessus un costume préexistant. Tout ça parce que les mecs supportent pas qu'on voit les plis des costumes ou je ne sais quoi là. Et c'est débile. Surtout quand tu vois les conditions de travail des équipes des effets spéciaux. Ils n'avaient pas besoin que tu leur imposes de s'occuper de cette merde. Et les capes, bordel de merde. Pourquoi dans ces films les capes sont en synthèse? On sait faire des capes, vous êtes au courant? Ce n'est pas une technologie inconcevable, hein. Quand ça gêne dans une scène d'action ou pour créer une image spécifique, je peux comprendre. Mais depuis Batman v Superman, j'ai l'impression qu'ils en abusent pour des scènes qui pouvaient juste avoir une belle cape et un ventilo bien placé. Je veux dire, là, elle bouge pas, la meuf. Pourquoi sa cape a besoin d'être en synthèse à ce moment-là? Est-ce que vous aviez une cape sur le tournage à un moment? Mais à mes yeux, la pire usage des effets spéciaux, c'est le bol chrono. Oui, c'est le nom officiel du machin où Flash va pour voyager dans le temps, le Chronoball. On pourra recréer le Chronoball. C'est quoi le Chronoball? C'est hideux, complètement. Les personnages de Paul Express, là, sont en plein dans la vallée dérangeante. Mais moi, j'ai une question.
Pourquoi le bol chrono a cette forme? Le concept de base, c'est juste une boule faite avec les images du passé, n'est-ce pas? Mais pourquoi les images doivent être en 3 dimensions? Pourquoi ça ne peut pas être juste les images du film? Ça irait avec un concept de reflet et de boule qui réfléchit sur ses parois les traces du passé. Et surtout, t'aurais pas le casting de Milo sur Mars, là. Et surtout, si les mecs des effets spéciaux avaient pas à faire cette merde où ils doivent créer tous ces personnages en synthèse ultra détaillée et ultra moche, ils auraient pu peaufiner des scènes plus dépendantes de synthèse et les rendre moins moches. Cet effet-là ne sert à rien, il existe juste pour les sbroufs. Sauf que c'est même pas... esbroufant... C'est juste moche, voilà. Ah, mais ce film a aussi mis au point une technologie révolutionnaire, à savoir la capture de volume. Objection retenue. Merci. Chaque fois que je vois le making-of et ce qu'ils font durant le tournage du film, j'ai envie de frapper tout le monde. Parce que c'est juste débile et fait sans réfléchir une seule seconde à ce que les mecs en post-prod vont devoir faire avec cette merde qu'ils appellent la capture de volume. You're making me mad! Fucking mad! Tout le final n'est pas tourné en fond vert, mais en fond... blanc ou gris. Je suppose que c'est pour capter la lumière, mais putain, comment les mecs des effets spéciaux vont faire sans fond chromatique et sans capteur? Je veux dire quoi, ils vont détourer chaque frame à la main, c'est ça le truc? Vous leur demandez déjà un travail très compliqué à finaliser, surtout avec le temps que vous leur imposez. Mais avec ça, vous leur demandez en plus de faire ce travail-là à l'aveugle. J'ai l'impression qu'ils voulaient refaire le décor virtuel utilisé par Mandalorian, le Stagecraft, mais en mode schlag, et qui semble gêner plus qu'autre chose finalement. L'intérêt du Stagecraft, c'est qu'il fait tourner des décors virtuels sur un écran géant et ovale entourant les acteurs, pour arranger l'équipe de la post-production qui bosse sur les FX pendant le tournage, et pas qu'après, en modélisant les décors et en calculant les mouvements de caméra, donc sans besoin de refaire complètement le fond en post-prod. Ce qu'ils vont être obligés de faire là. You're sending shit and you're trying to get away with it! Quoi, ils n'avaient pas accès au truc? Je veux dire, même Black Adam et The Batman y ont eu accès, pourquoi pas Flash? J'espère me tromper, mais au vu des images du making-of sur le Blu-ray du film, ils utilisent bel et bien les écrans, mais on dirait que c'est que pour la lumière et l'écran semble plat, donc ce n'est pas... Attends une seconde. Est-ce qu'ils diffusent un truc avec un watermark Shutterstock? Je viens de perdre mon emploi. Ils disent que c'est une nouvelle technologie, mais je vois surtout une esbrouf à la Cats, faire croire qu'ils ont inventé la roue à l'époque de l'automobile. Et même si c'était réellement une nouvelle technologie, eh ben il fallait l'élaborer avec les équipes des effets spéciaux. Mais c'est pas ce que vous avez fait comme d'habitude en refilant le travail à différentes boîtes autour du monde. Donc non seulement la tâche est difficile, mais en plus vous leur imposez d'apprendre de nouvelles règles. You can send somebody to the hospital on the back of that! Oh, you're right. Oh, come on, oh, you're right. Got a fucking right! Surtout qu'encore une fois, le Stagecraft existe. Ou au moins utiliser un fond bleu ou un fond vert, quoi. Regardez, même moi j'utilise un fond vert, merde. Non, parce que là, vous faites n'importe quoi, hein. Vivement la grève des mecs des effets spéciaux, hein, parce que là, vous l'avez bien mérité, hein. Même le truc où ils disent on recrée par ordinateur le volume des acteurs avec leur nouvelle technologie. Ça existe déjà, connard. Ça s'appelle la performance capture. Un truc bien installé dans l'industrie depuis plus de 10 ans. Là, vous inventez la roue à l'époque des voitures volantes. You are so in denial. You need therapy. Surtout que votre truc doit gérer les données récupérées sur les mouvements des acteurs et utiliser les images filmées. Mais tout l'intérêt de la performance capture, c'est de pas avoir à s'embêter avec les images filmées. Fucking useless. J'ai fait des recherches sur cette fameuse capture de volume, aussi appelée capture volumétrique, pour comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Et je suis tombé sur des vidéos qui expliquent mieux le truc. Cette technologie est censée ressembler à ça. Une installation plateau, souvent en fond vert, avec des tas de caméras autour pour avoir chaque angle des acteurs, pour ensuite permettre un contrôle total de la caméra sans avoir besoin de recourir à la performance capture ou recréer les acteurs tout habillés. Et c'est vrai que, de ce que j'en envoie, ça avait l'air très cool et même pratique pour le réalisateur qui veut libérer sa caméra, ou les acteurs qui veulent jouer sans capteur, en costume, voire un décor en dur. Et c'est cool aussi pour l'équipe de prod qui n'a pas à recréer les personnages en synthèse après. Mais clairement, les gars du film ne savaient pas comment utiliser cette technologie. Tu vois encore plus la différence d'installation entre ce que les démos de cette technologie montrent et ce que Flash utilise sur le plateau. On l'utilise pas pour des angles de caméra audacieux, pour s'enlever la tâche de recréer le costume de Flash car il est en synthèse tout le long, et on l'utilise pas en fait. Le seul moment où ils l'utilisent vraiment, c'est pour le visage d'Ezra Miller qu'on incruste sur sa doublure. Ils utilisent cette technologie de la même façon qu'ils utilisent la performance capture et le Stagecraft, alors qu'ils pourraient l'utiliser comme elle est censée être utilisée et faire des trucs vraiment novateurs. Mais les producteurs n'ont pas laissé à l'équipe le temps d'innover, ils voulaient juste un film Flash au plus vite pour achever un univers cinématographique mort-vivant, quitte à gâcher le potentiel qu'offre cette technologie en l'utilisant à un truc qui pourrait être mieux fait avec l'outil fait pour. Les effets spéciaux d'un tel film sont nuls parce que les mecs qui produisent et supervisent le film s'en fichent du résultat final. Ils ne savent pas comment fonctionnent ces outils et donc font
n'importe quoi. C'est pour ça que des films comme les Gardiens de la Galaxie et The Creator ont des effets spéciaux au top, alors que d'autres blockbusters sont dégueux comme Cats ou Flash. Parce que les Gardiens de la Galaxie et Creator ont été faits par des réals qui savent bien préparer le terrain pour les effets spéciaux, qui savent ce qu'ils veulent créer avec les outils appropriés, et collaborent comme il faut avec leur équipe. Et je dis ça alors que The Creator n'était vraiment pas ouf, hein. Je sais qu'il y en a qui l'ont kiffé, mais votre film a une grenade avec un compte à rebours de 10 secondes qu'un chien a ramené à l'envoyeur. Vous avez tort. Allez voir Mars Express plutôt. C'est The Creator en pas débile. Bref, pour revenir au sujet de Flash, si vous voulez faire un film spectaculaire, eh bien, travaillez-le, votre spectaculaire. Faut le construire, faut l'élaborer, faut savoir quoi faire. Là, tout ce qui m'impressionne dans votre film, c'est le niveau de à quel moment vous avez cru que c'était une bonne idée, votre truc. Non mais est-ce que c'est notre faute aussi si les mecs savent pas utiliser des effets spéciaux? Je veux dire, on a retardé le film, ils avaient le temps de les peaufiner. Vous leur avez permis de peaufiner le film entre-temps? Je vais voir avec mes patrons, je suis pas sûr. De toute façon, on termine cette audience. J'espère que vous aurez de meilleurs arguments demain, monsieur le producteur. Oui. Désolé, mais là, j'ai fait que parler de la partie production du film. La prochaine fois, on parlera de ce que ce film de merde raconte. Pourquoi j'ai décidé de produire des films hollywoodiens, moi? Pourquoi j'ai quitté l'équipe marketing de Subway, moi? Parce que c'est toi qui as eu l'idée d'engager Jared Fogle. Ah, oui, c'est vrai. Attends, sérieux? C'était lui aussi? Ouais. Waouh! Ces mecs retiennent jamais la leçon, hein. Nope. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.